Dombey et fils. C'est l'histoire d'une famille anglaise, de la grandeur et de la décadence d'une grande maison de la cité, à l'époque victorienne, et celle de son chef orgueilleux, Paul Dombey. Dans une adaptation d'André Gilliard et une réalisation de Georges Godbert, la radiodiffusion française vous présente ce soir l'un des plus grands romans de Charles Dickens, Dombey et fils. Au cœur de la cité de Londres, à portée des cloches de l'église de Bow, leur son s'unit au tumulte des rues, la Bourse, la Banque d'Angleterre, la Compagnie des Indes, des marchands d'équipements maritimes, des images de navires, toutes voiles dehors. Une impasse, un étal de fruits exotiques, les cris des marchands ambulants. Des pantoufles! Qui veut des pantoufles? Chaudes et bien fourrées! Achetez-moi des éponges! Des belles éponges! Voyez mon beau savon de Windsor, qui mousse et qui mousse encore! Allez. Monsieur est chasseur, j'ai un beau chien à vendre qui n'a pas son pareil pour la Gravouse. Regardez ce joli chien. Regardez-vous. Mais les cris des marchands s'apaisent. Un personnage important s'avance. Oh, Mr. Dombey. Bonjour. Bonjour, Mr. Dombey. Bonjour, Mr. Dombey. Oh, Mr. Dombey. Bonjour. Un personnage considérable, le chef de la maison Dombey. Gros, demi-gros, exportation. Sur toutes les mers du monde voguent les vaisseaux de Dombey. Épices, coton, bois précieux s'amassent dans ses entrepôts. Dombey, Dombey. un homme implacable, devant qui tout fléchit. Un homme sûr de la puissance qu'il doit à sa fortune. Marié depuis 10 ans, Paul Dombey n'avait pas d'héritier. Florence, 6 ans, n'est qu'une fille. Mais depuis quelques instants, un petit garçon vient de naître. Paul Dombey a 48 ans. Dombey Junior, 48 minutes. Nous l'appellerons Paul. N'est-ce pas, ma chérie? N'est-ce pas, Madame Dombey? Oui, mon ami. Mais Paul, comme son père, hein, comme son grand-père. Oh, un fils. Dombey et fils. La maison s'appellera désormais Dombey et fils. Ma petite Florence, ne t'éloigne pas, je me sens si faible. Maman. Ma chère petite maman. Oh, ma parole, voilà des façons bien déraisonnables. Mais il faut que je prie le docteur Peps de vous examiner. Inutile de vous demander, Blockett, Mr. Dombey. Oui, Mrs. Blockett, de faire particulièrement attention à ce jeune homme. Certainement, monsieur. Je me souviens qu'à la naissance de Miss Florence... Évidemment, Miss Florence, bien sûr. Mais ceci est une autre affaire. Ce petit monsieur a un destin à réaliser. Un destin à mon petit homme. Docteur Peps, il faut que... Auriez-vous l'amabilité de monter un instant? Mrs. Dombey ne me paraît pas bien. Nous ne pouvons vous cacher que cette aimable dame manque de résistance. Il y a chez elle une certaine langueur, un manque de réaction que nous préférerions ne pas avoir. Oh, mon cher Paul. Oh, c'est un vrai Dombey. Ah, ma foi, je crois bien qu'il est de la famille. Oh, mais Louise, voyons, ma chère sœur, ne t'agite pas, je t'en prie. Oh, je suis bien sotte, mais c'est un Dombey parfait. Je n'ai rien vu de pareil. Mais que peut bien avoir Fanny? Mais ce n'est rien du tout, tu peux m'en croire. Ta femme est très fatiguée, bien sûr, mais ça ne se compare pas à moi quand j'ai eu Georges ou Frédéric. Il faut qu'elle fasse un effort, voilà tout. Ah, si Fanny était une Dombey.
Fanny, ma chère Fanny, Mr. Dombey est là pour vous voir. Vous n'avez rien à lui dire? On va mettre au lit votre petit garçon. Votre bébé, Fanny. Allons, réveillez-vous. Hein? Qu'est-ce que vous dites, Fanny? Je n'entends pas. Maman. Oh. Maman. Dans la petite église obscure, humide et glaciale, proche de la maison Dombey, Dans la triste petite église se déroule une cérémonie funèbre. Fanny, la frêle maman du petit Paul et de la pauvre Florence, est partie pour un monde plus doux. Florence reste seule dans un monde implacable près d'un père qui l'ignore. Un père qui n'a jamais eu qu'un enfant, son fils Paul, l'héritier des Dombey. Ah oui, vraiment. Alors je me félicite d'avoir déclaré que je pardonnais tout à la pauvre Fanny. C'est comme si j'avais un pressentiment. Ce sera toujours pour moi une consolation. Ne te fatigue pas, Louise, ou tes nerfs t'obligeront à te mettre au lit. Jean, voyons. J'espère que cet événement déchirant nous apprendra que l'on doit agir au moment voulu. Les circonstances les plus tristes comportent un enseignement. Nous en tirerions meilleur parti, Mr. Chick, il me semble, si vous n'y mêliez pas un air de cornemuse, par exemple. C'est une habitude, ma chérie, excusez-moi. Comment va le bébé? Quel bébé? Bah. Ah oui, je ne sais plus où j'en suis. J'ai passé ma journée en bas dans une salle à manger pleine de bébés. Un amoncellement, une montagne de bébés. Une montagne de bébés? Mais oui, il faut bien trouver une nourrice pour le petit Paul. En attendant, est-ce qu'on ne pourrait pas servir le thé? Ma chère Louise, la place est-elle encore libre? Oui, ma bonne amie, je n'ai trouvé personne. Oh, alors, ma chère Louise, j'espère, je pense. Mais une seconde, je fais entrer la personne en question. Où sont-ils? Ah, Mariette. Voilà, madame. Entrez avec votre famille. Mais ma chère amie, d'où vient tout ce monde? Ma chère Louise, désirant soulager votre grande inquiétude, je me suis rendue au siège de la Société royale des nourrices mariées de la reine Charlotte. Après quelques recherches, on m'a donné l'adresse d'une personne de réputation irréprochable, aux références excellentes. Je me suis précipitée. Oh, quelle bonne amie vous êtes. Mais non, pas du tout. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. J'arrive chez ces gens, propreté impeccable, on mangerait son déjeuner par terre. Je trouve la famille à table. Je les ai tous amenés. Et qui est ce monsieur? Ah, vous remarquerez sa bonne mine. C'est le père. Approchez-vous un peu, monsieur. Madame, très honorée. La jeune femme qui porte le bébé est son épouse, naturellement. Comment ça va-t-il, Mariette? Très bien, Miss Tox, merci. J'espère que ça durera. 5 enfants. Le dernier a 6 semaines. L'aîné est le beau petit garçon qui a une grosseur sur le nez. Je crois que cette grosseur n'est pas congénitale, mais accidentelle. Fait rare passer. Hein? Excusez-moi, vous dites, hein? Fait rare passer. Ah oui, j'avais oublié. Une brûlure accidentelle. Vous me disiez en venant que votre métier était... Chauffeur. Machine à vapeur. Et puis je vais passer sur un de ces fameux chemins de fer. Ah oui, et vous l'aimez? Lequel, mademoiselle? Votre métier. Oh, je déteste pas. Les sondes, quelquefois, ça entre. Ça vous enroue, quoi. Comme en ce moment, mais c'est les sondes, mademoiselle Tox. C'est pas la mauvaise humeur. Bon, voudriez-vous, Mrs. Toodle, me montrer vos papiers, vos certificats, je vous prie. Voici, madame. Merci. Je vais chercher mon frère. Ne bougez pas. Ainsi, ma bonne femme, vous êtes donc pauvre et vous souhaitez gagner de l'argent en nourrissant mon petit garçon. Oui, monsieur. Bon, je veux bien augmenter ainsi le bien-être de votre famille. Mais je dois vous imposer 1 ou 2 conditions. Tant que vous serez chez moi, j'exige d'abord qu'on vous appelle d'un nom banal et commode. Enfin, Richard, par exemple. Ça ne vous fait rien qu'on vous appelle Richard? Bon, vous serez bien payé pour rendre certains services. Tant qu'ils dureront, vous verrez votre famille le moins possible. Lorsqu'ils cesseront, toute relation entre nous seront terminées. Je me fais bien comprendre. Oh, ça, oui. Vous avez vos enfants, je ne tiens pas à ce que vous vous attachiez aux miens. Quand vous nous quitterez, vous ne reviendrez jamais. L'enfant vous oubliera et je veux que vous l'oubliez. Oui.
Oh, je saurais me tenir à ma place. Mais j'y compte bien. Voyons, ma chère Louise, pour l'argent, arrangez-vous avec Richard. Paiement quand et comme elle voudra. Monsieur... Oui, un mot, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, je crois que vous avez un fils. 4, monsieur. 4 gars et une garce. Tous en vie. Bon, vous savez lire? J'y suis pas bien fort. Et écrire? À la craie, monsieur. À n'importe quoi. S'il le fallait, je crois que j'arriverais à écrire un peu à la craie. Et pourtant, vous devez avoir dans les 32 ou 33 ans. Quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors pourquoi n'apprenez-vous pas? Mais je vais apprendre, monsieur. C'est un de mes garçons qui me montrera quand il aura l'âge et qu'il aura lui-même été à l'école. Eh ben... Voyons, j'ai le droit de faire entrer un enfant dans une vénérable institution dénommée, d'après la corporation qu'il a fondée, les Charitables Rémouleurs, et dans laquelle non seulement on donne aux élèves une saine instruction, mais encore un uniforme et un insigne. Bon, eh bien, je ferai entrer votre aîné dès qu'il y aura une place vacante. C'est ça. Comment s'appelle-t-il déjà? Chaudière. Chaudière? Ah oui, à cause des machines. C'est vous, Miss Florence. Vous voilà revenue. Oui, ce bébé, c'est mon frère. Mais oui, ma jolie. Venez l'embrasser. Il est mignon. Qu'avez-vous fait de ma maman? Non, pauvre petite. Ce que j'en ai fait, mais rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait de ma maman? Approchez, ma petite demoiselle. Tenez, vous portez cette jolie robe noire en souvenir de votre maman. Je me rappelle ma maman. Ma robe n'y fait rien. Mais pourtant, on met du noir pour se rappeler les gens quand ils sont partis. Où ça? Venez que je vous raconte une histoire. Voilà, il y avait une fois une dame, une très bonne dame, et sa petite fille l'aimait beaucoup. Une très bonne dame, et sa petite fille l'aimait beaucoup. Et lorsqu'il plut à Dieu qu'il en fût ainsi, elle devint malade et mourut. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle est devenue invisible et qu'on l'a mise dans la terre, là où poussent les arbres. Dans la terre toute froide? Non, la terre chaude, où les vilaines petites graines deviennent de belles fleurs, de l'herbe, du blé, où les personnes sages deviennent des anges et s'envolent au ciel. Et après? Cette dame a prié Dieu d'enseigner à sa petite fille à être sûre en son cœur que sa mère était heureuse et l'aimait toujours, à espérer qu'un jour elle la retrouverait pour ne plus jamais la quitter. C'était ma maman. Eh bien, Miss Flo, c'est votre papa qui ne va pas être content. Il a bien recommandé que vous n'alliez pas tracasser la nourrice. Oh, mais elle ne me tracasse pas, j'aime beaucoup les enfants. Je vous demande pardon, Mrs. Richard, ce n'est pas une raison. Vous savez bien que c'est moi qui suis chargée de Miss Florence. Et vous de Monsieur Paul. Oh, ce n'est pas une raison pour nous disputer. Non, bien sûr. Alors, Miss Florence vient de rentrer? À l'instant. Oh, voyons, Miss Flo. Il n'y a pas un quart d'heure que vous êtes dans la maison... Et voilà que vous allez frotter votre figure toute mouillée de larmes sur les beaux habits de deuil que Mr. Dombey a fait faire à Mrs. Richard, la nourrice de votre petit frère. Oh non, ce n'est pas raisonnable. Non, elle va être heureuse d'être revenue et bien contente de voir son cher papa ce soir. Seigneur, Mrs. Richard. Mais non, voir son cher papa. Oh, ma foi, oui, je voudrais bien voir ça. Comment elle ne le verra pas? On ne fait pas grand cas des filles dans cette maison, Mrs. Richard. Oh. C'est moi qui vous le dis. Oh, vous m'étonnez. Mr. Dombey ne l'aurait pas vu depuis... Non, mais non, pas une fois. Oh. Et même avant, c'est tout juste s'il la voyait de temps en temps. Est-ce qu'il la reconnaîtrait en la rencontrant dans la rue? Oh, ce n'est pas dit, Mrs. Richard. Oui, elle prend beaucoup d'exercices dans la journée en jouant autour du petit Paul. C'est une drôle d'enfant. Ma chère amie, c'est exactement sa mère. Seigneur, croyez-vous? Son père n'a pour elle aucun sentiment. Comment pourrait-il en être autrement? Elle est tout le contraire d'une Dombey. Tout à fait la pauvre Fanny. De sa vie, elle ne sera capable de faire un effort. C'est pas elle qui s'enlacera autour du cœur de son père comme... Le lierre. Le lierre de sa vie. Pauvre Fanny. Oh, Madame Florence vient de s'éveiller. Nourrice chérie, permets-moi de coucher avec mon frère. Et pourquoi donc, chérie? Parce que je crois qu'il m'aime.
Je ne le réveillerai pas. Je ne ferai que le toucher de la main. Je m'endormirai. Pauvre petite, elle a dû faire un rêve. Au cœur de la cité de Londres, à portée des cloches de Bow, la Bourse, la Banque d'Angleterre, la Compagnie des Indes, la maison Dombey et Fils, mais aussi des marchands d'équipements maritimes, des navires toutes voiles dehors. Un petit midship de bois porte à son œil une longue vue trop longue pour son petit corps. Cette enseigne est l'enseigne du magasin de Salomon Gilles, un vieil homme bien sympathique. Sextant, chronomètre, boussole, tout se trouve chez l'oncle Sol. Car cet oncle a un neveu, Walter, 14 ans. Bon garçon entrait le matin chez Dombey pour occuper un poste obscur. Chronomètre, carte, boussole, tout se trouve chez l'oncle Sol. Bonsoir, oncle Sol. Bonsoir, mon garçon. Alors, te voilà. Oui, mon oncle, me voilà. Comment ça s'est-il passé sans moi toute la journée? Le dîner est prêt? J'ai rudement faim. Et la journée? Elle s'est plutôt mieux passée sans un animal tel que toi. Pour ce qui est du dîner, il t'attend depuis une demi-heure. Et moi aussi, j'ai très faim. Ah, alors allons-y, mon oncle. Voyons, écoute, voilà. Regarde sur la cheminée. Oh! Ma timbale accrochée à un clou. Qui a fait ça? C'est moi. Ouais. Assez de timbales. Oui, à partir d'aujourd'hui, nous buvons dans des verres. Nous voilà hommes d'affaires. Nous sommes de la cité, de la maison Dombey. Ah, eh bien alors, à votre santé, mon oncle. À la tienne, Wally. Et maintenant, parle-moi un peu de tes débuts chez Dombey et Fils. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Des bureaux tout noirs, des fiches pour les navires en partance, un almanach, des pupitres, des escabeaux, une bouteille d'encre, des livres, des caisses et un tas de toiles d'araignée avec juste au-dessus de ma tête une mouche bleue, toute ratatinée qui doit être là depuis bien longtemps. Ah, mais c'est tout. Pas de livre de compte, de carnet de chèques, de billets de banque. Aucun de ces signes d'opulence. Oh, j'imagine que ça ne doit pas manquer, mais toutes ces choses-là se trouvent dans le bureau de Mr. Carter ou Mr. Dombey. Ah, Mr. Dombey est venu aujourd'hui? Ah oui, mais il n'a fait qu'aller et venir tout le temps. Ah, il n'a pas fait attention à toi, bien sûr. C'est vous le neveu de Mr. Gilles, le fabricant d'instruments de marine, m'a-t-il demandé. Mais je crois bien que je ne lui ai guère plu, il est si sec, si distant. Tu veux donc dire que c'est lui qui ne t'a guère plu? Enfin bon, c'est peut-être bien ça, j'y avais pas pensé. Tiens, Walter, voilà notre ami le capitaine Cuttle. Comment ça va tous les deux? Ah, très bien, très bien. Tu arrives à point. Nous allions déboucher l'avant-dernière bouteille de mon vieux Madère, celui qui a été aux Indes orientales et en est revenu je ne sais combien de fois. Et à quelle occasion, sapristi? Ah, pour fêter l'entrée de Walter dans la maison Dombey. Dombey? Tonnerre! C'est une grande maison. Et la dernière bouteille, Wally, nous la boirons quand tu auras réussi, quand tu seras un homme prospère, respecté et heureux. Nous avons le temps. Walter, regarde ton oncle. Aime-le. Honore, obéis. Nous allons finir la bouteille, Nédum. À la santé de la maison où Walter travaille. La maison Dombey, elle sera peut-être la sienne un jour, s'il épouse la fille du patron. Mais Mr. Dombey n'a pas de fille. Mais si, il en a une, mon oncle. Il a une fille? On a parlé au bureau aujourd'hui. Et on dit qu'il l'a prise en grippe. On la laisse avec les domestiques. Lui, il ne pense qu'à toutes les richesses que son fils possédera un jour avec lui. Voyez qu'il est déjà renseigné, oncle Sol. Oh, quelle idée, capitaine. À la santé de Dombey et Fils. Très bien, mon oncle, mais je vais modifier votre toast. À la santé de Dombey et Fils et filles. Ah, bravo, mon gars. Bravo, Walter. C'est bien, ça. Vous paraissez bien triste, Mrs. Richard. C'est que voyez-vous, Miss Suzanne, mon fils quitte aujourd'hui la maison pour aller en pension, là où Monsieur Dombey a absolument tenu à le faire entrer chez les charitables rémouleurs. Et je ne l'ai pas vu depuis que je suis ici. Et ça me fait triste de le laisser partir comme ça. Monsieur Dombey ne rentre pas avant ce soir. Pourquoi ne faites-vous pas un saut jusque chez vous?
Mais, et Monsieur Paul? Vous n'avez qu'à l'emmener. Tenez, je vous accompagnerai avec Miss Florence. Allez vite vous préparer. Oh, bon. Oh, eh bien, il est drôle, votre quartier. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Tous ces trous, ces tranchées. Mais Suzanne, c'est le chemin de fer qu'on est en train de construire. Ah, le chemin de fer. Oh, en attendant, ça fait un drôle de gâchis. Miss Flo, attention de ne pas tomber dans cette fondrière. Oh. Aux armes du chemin de fer. Déjà? Oui, c'est un café. Et ma maison est là, tout à côté. Ah, c'est ça. Regardez, Mrs. Richard, que se passe-t-il? Et cette bande d'enfants après, qui en ont-ils? Oh, ciel! Mais c'est mon pauvre petit, c'est Chaudière! Oh, mais que lui veulent-ils? C'est son costume de charitable rémouleur. Ah là là, vu son accoutrement. Oh, les bombas rouges. Et la culotte. Eh ben, elle s'y sera pas, celle-là. Elle est en cuir. Hé, Chaudière, on va t'allumer le feu sous les fesses. Laissez-le. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Attention, il vient par ici. Un taureau échappé du marché. Où sont-elles? Mais où sont-elles? Suzanne! Suzanne! Où êtes-vous? Je suis perdue! Que cherchez-vous, ma petite? Pourquoi vous êtes-vous sauvée? J'avais peur. Je ne savais pas ce que je faisais. Je croyais qu'elles étaient avec moi. Où sont-elles? Où est Suzanne? Venez avec moi, je vais vous montrer. Mais je ne vous connais pas, madame. Qui êtes-vous? Je suis Mrs. Brown, la bonne Mrs. Brown. Suzanne! Suzanne! Suzanne est là et les autres sont avec elle. Allez, venez, venez, ma jolie. Il n'y a personne de blessé? Personne, personne. Ah, tant mieux. Entre ici, là. Ah. Et entre. Oh, qu'est-ce que c'est? Où est-ce? C'est chez moi. Allons, fais pas la tête de mule. Je t'en ferai pas de mal. Allez, à moins que... Allez, assieds-toi sur ce tas de chiffon. Mais madame... 1 heure, je vais te garder, mais pas plus, là. Tu comprends ce que je dis, oui? Oui. Alors, m'agace pas, sinon je te tue, moi. Compris? Ben, dis-moi, qui es-tu? Allez, raconte. On était partis. La nourrice du petit frère, ma bonne, et moi pour aller voir Chaudière. Chaudière? Oui, c'est le fils de la nourrice. Et puis en revenant, il y a une grande bousculade. Des gens qui criaient qu'un taureau s'était échappé. Et je les ai perdus. Comment tu t'appelles? Florence Dombé. La fille de Bombay, de la cité? Oui, madame. Écoute, Florence Dombé, il me faut cette jolie robe, et puis ce petit bonnet, et puis un jupon ou deux. Allez, ouvre tout ça. Et vite, allons. Donne tes souliers, Florence Dombé. Là, maintenant, habille-toi avec ces hardes. Oh, bon Dieu, les belles boucles. Oh, bah c'est ça qui fait de l'argent. Allez, approchez un peu. Mais si, mais viens un peu ici, je te dis. Oh, puis après tout, cache-les sous ton bonnet, tiens. Et puis vite que je ne les vois plus. Faut pas me tenter. Si j'avais pas eu jadis une fille moi-même et qu'elle était fière de ses cheveux, bah j'aurais coupé les tiens jusqu'à la dernière boucle. Tiens. Voilà. Bah maintenant tu peux partir. Attention, hein, par la personne en chemin et puis va directement au bureau de ton père, pas chez toi, c'est mieux. T'as compris, oui? Monsieur, pour aller chez Dombé fils, s'il vous plaît. Monsieur, pour aller chez Dombé fils, s'il vous plaît. Monsieur, c'est la cité par ici. Oui, c'est la cité. Mais tu le sais bien, pardi. Mais va-t'en, y a rien pour toi. Oh, je ne veux rien, merci. Sauf connaître le chemin pour aller chez Dombé et fils. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire chez Dombé et fils? Une mendiante chez Dombé et fils? Une mendiante? Oh, c'est vrai. Les vieillardes de Miss Brown. Je voudrais connaître le chemin, s'il vous plaît. Joe. Ouais. Où est donc ce jeune garçon de chez Dombé qui surveillait tout à l'heure l'embarquement des marchandises? Comment s'appelle-t-il? Walter Gay. Ah, il vient de partir par l'autre porte. Rappelle-le donc. Hé là! Hé, viens par ici!
Moi? Oui, arrive, Walter. C'est bien toi, Walter Gay. Oui, monsieur Clark. Oui, l'employé de chez Dombey. Oui, oui. Eh bien, voyons ce que veut cet enfant. S'il vous plaît, je me suis perdue. Perdue? Oui, je me suis perdue loin d'ici. On m'a pris mes habits. Ce ne sont pas les miens que je porte. Je m'appelle Florence Dombey. Miss Dombey, comment aurais-je pu me douter, mais ne pleurez pas. Oh, quelle merveille pour moi d'être ici. Vous êtes aussi en sûreté que si vous étiez gardé par l'équipage d'élite d'un navire de guerre. Mais ne pleurez pas. Oh, je ne pleurerai plus. C'était la joie. Venez, Miss Dombey, et que je voie un coquin qui ose vous maltraiter maintenant. Est-ce que nous allons loin? Si je vous menais d'abord chez mon oncle, tout à côté, de là, je prendrai une voiture pour aller prévenir votre père et vous rapporter vos habits. C'est mieux, je crois aussi. Salut, oncle Sol! Une aventure merveilleuse, la fille de Monsieur Dombey perdue dans la rue. Dépouillée de ses vêtements par une vieille sorcière. Je l'ai trouvée et je la ramène ici pour qu'elle se repose. Oh, Seigneur, mais c'est impossible, ma parole, je... Alors, personne n'y croirait non plus. Tenez, aidez-moi à mettre le sofa près du feu, oncle Sol, s'il vous plaît. Et coupez-lui un morceau de gigot. Oui. Jetez ses souliers. Miss Florence, mettez vos pieds sur le garde-feu pour les sécher. Ouh, mon Dieu, ils sont mouillés. Ah. Maintenant, mon oncle, je monte chercher une veste et je pars. Regarde mon oncle. Elle dort. Comme elle est jolie. Je m'en vais. Monsieur Dombey, s'il vous plaît. C'est ici. C'est que Mr. Dombey... C'est au sujet de sa fille. C'est que Mr. Il faut que je lui parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-il, jeune homme? Mr. Dombey. Monsieur, pardonnez-moi, mais je suis heureux de vous dire que tout est arrangé. Miss Dombey est retrouvée. Ah, mais je vous avais dit, Louise, qu'on la retrouverait certainement. Et le jeune homme qui apporte le renseignement, mais c'est le petit Gay du bureau. Mais je le reconnais. Voyons, comment a-t-on retrouvé ma fille, jeune homme, et qui l'a retrouvée? Mais je crois bien que c'est moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir prétendre à l'honneur de l'avoir retrouvée dans le vrai sens du mot. Mais enfin, monsieur, c'est moi qui étais l'heureux instrument. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Vous ne l'avez pas retrouvé dans le vrai sens du mot? Vous avez été l'heureux instrument? Voyons, mais soyez clair et cohérent, je vous prie. Suzanne, prenez ce qu'il faut et allez tout de suite avec ce jeune homme chercher Miss Florence. Gay, vous aurez demain votre récompense. Merci, monsieur, mais je ne songeais nullement à une récompense. Non, vous n'êtes qu'un enfant et ce à quoi vous songez n'a aucune importance. Louise, qu'on fasse donner à boire à ce garçon. Bonsoir, Mr. Giles. Merci. Vous avez été bien bon pour moi. Bonsoir, Walter. Au revoir. Au revoir, Miss Florence. Je ne vous oublierai jamais. Non, jamais. Au revoir, Walter. Au revoir. J'ai dit, vous êtes chassé, Richard, pour avoir conduit mon fils, dans des endroits et dans un milieu auquel il est impossible de penser sans frémir. Oui, l'autre bonne, Louise, est tellement plus jeune, elle a été influencée. Elle restera. Veuillez faire payer la voiture de cette femme jusqu'à Stags Garden. Des années ont passé. Paul a 5 ans. Joli petit garçon, une figure pâle, pensive et vieillotte. Fatiguée, je
plus envie de jouer. Non, je veux retourner avec Florence. Près du feu, les deux Dombey sont assis. L'un raide d'emploi et de morgue, l'autre raidi d'hérédité et d'imitation. Tous deux semblables et monstrueusement opposés. Papa, qu'est-ce que c'est que l'argent? Eh bien, c'est l'or, l'argent, le cuivre, les livres, les shillings, les pennies. Ah, tu sais bien ce que c'est? Oh oui, je sais ce que c'est. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'argent pour de vrai? Qu'est-ce que c'est que l'argent pour de vrai? Oui, papa, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, tu comprendras mieux par la suite, mon bonhomme. Avec l'argent, Paul, on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi, papa? Oui, presque n'importe quoi. Alors pourquoi l'argent n'a pas sauvé ma maman? L'argent, c'est pas une chose cruelle, dis. Cruel? Non, non. Une chose bonne ne peut pas être cruelle. Alors je me demande pourquoi l'argent n'a pas sauvé ma maman. Écoute, papa, l'argent ne peut pas non plus me rendre fort et bien portant. Mais tu l'es fort et bien portant. Tu l'es autant que le sont habituellement les petits-enfants de ton âge. N'est-ce pas vrai? Florence est plus âgée que moi. Mais je crois que quand elle était petite, elle pouvait beaucoup plus longtemps jouer sans se fatiguer. Et je suis si fatiguée quelquefois. Et j'ai tellement mal dans les os que je ne sais que faire. Mal dans les os. Oui, le petit Paul est chétif. Une âme trop grande pour son corps. Les médecins recommandent l'air de la mer. Paul et Florence, qu'on ne peut séparer tant ils s'aiment, iront donc à Brighton. Cependant, le midship de bois a des ennuis graves. Les affaires de l'oncle Sol ne sont pas brillantes, et pour payer une vieille dette du père défunt de Walter, il s'est mis dans de grandes difficultés. Il doit payer comptant 370 livres ou être saisi. Le généreux capitaine Cuttle offre tout ce qu'il possède, 13 livres et une demi-couronne, plus 2 cuillères et une pince à sucre. Cela ne suffit pas. On tient conseil et on décide de solliciter un prêt du riche et puissant Dombey qui se trouve actuellement à Brighton auprès de son fils. Walter ira, accompagné de Cuttle. Et qui ça? Que veut-elle dire? Walter, papa, Walter, qui m'a retrouvé quand j'étais perdue. Voudrait-elle parler du petit gay? Non, vraiment, cet enfant a des manières bien agitées. Suzanne, voulez-vous voir ce qu'il en est? Bonjour, Mr. Dombey. Bonjour. Eh bien, Gay, qu'y a-t-il? Enfin, qui vous envoie? Pardonnez-moi, monsieur, mais on ne m'a pas envoyé. C'est moi qui ai eu la hardiesse de venir pour mon compte personnel. J'espère que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi. Oui. Et alors, Gay, qu'avez-vous à me dire? J'ai peur, monsieur, d'avoir pris en venant une trop grande liberté. Je crois d'ailleurs que je n'aurais pas eu le courage de vous aborder si je n'avais pas rencontré Miss Dombey et si... Oui, mais alors, continuez. C'est une affaire entièrement privée qui m'amène ici, monsieur. Le capitaine Cuttle... Présent! Qui est un très vieil ami de mon pauvre oncle et un homme très bon, a eu la générosité de proposer de venir avec moi, ce que je ne pouvais refuser. Parbleu, bien sûr que non. Vous pouvez pas refuser. Continue, Walter. Monsieur, mon oncle est dans une grande détresse. Faute de pouvoir faire un paiement, sa maison est saisie et il risque de tout perdre et de mourir de chagrin. Alors, si vous vouliez faire quelque chose pour le tirer d'embarras, nous ne pourrions jamais vous en remercier suffisamment. Il s'agit d'une très grosse somme, monsieur, plus de 300 livres. Mais il y a les marchandises et le capitaine Cuttle qui voudrait également se porter garant. Et quelle est la raison de cette dette? Et qui a le créancier? Walter ne sait rien. Moi, je sais. La dette vient de ce qu'il a aidé quelqu'un qui est mort. Renseignements complémentaires en particulier, si on désire. Les gens qui ont assez à faire pour leur propre compte feraient mieux de s'en tenir à leurs obligations au lieu de se porter garant pour autrui. Paul, viens ici. Voyons, Paul, si tu avais de l'argent maintenant, mais autant d'argent qu'a dit le jeune Gay, qu'est-ce que tu ferais?
Je le donnerai à son vieil oncle. Non, tu le prêterais à son vieil oncle. Hein? Bon. Quand tu auras l'âge, tu sais, tu auras ta part de mon argent. Et nous nous en servirons ensemble. Dombey fils? Oui, c'est cela. Est-ce que tu voudrais commencer à être Dombey fils maintenant? Et prêter cet argent à l'oncle du jeune Gay? Oh, s'il vous plaît, papa. Et Florence voudrait aussi? Non, mais les filles n'ont rien à voir avec Dombey fils. Toi, est-ce que tu voudrais? Oui, papa, oui. Eh bien, alors tu le feras. Et tu vois, Paul, comme l'argent est puissant. Le jeune Gay est venu de très loin pour en demander, et toi qui es un si grand personnage parce que tu lui en as, tu vas lui en donner. Et ce sera une grande faveur de ta part, et une grande obligation de la sienne. Voilà, donnez ce papier à Mr. Carker demain matin. Il fera le nécessaire et prendra les dispositions pour le remboursement. Et vous considérerez que c'est Monsieur Paul qui vous rend ce service. Bien, Mr. Dombey. Un an chez Mrs. Pipchin, pittoresque maîtresse de pension. Paul a 6 ans. Sa santé est un peu meilleure. L'air de Brighton lui a fait du bien. Mais Mr. Dombey le trouve en retard dans ses études. Mon fils devrait être en avance, très en avance. Dans la carrière qui l'attend, aucun élément de hasard. L'éducation d'un pareil fils de famille ne doit pas être retardée. Monsieur, je n'ai rien à objecter à ce point de vue. Je n'en attendais pas moins d'une personne de votre bon sens, Mrs. Pipchin. J'aurai le plus grand plaisir à recommander votre établissement toutes les fois que mon témoignage pourra vous être de quelque utilité. Mais mon idée pour mon fils, c'est maintenant l'établissement du docteur Blimber. Mon voisin? Oh, je crois que sa maison est excellente. On me dit qu'elle est sévèrement menée et que c'est de la science du matin au soir. Oui, et c'est très cher. Oh, c'est très cher. 10 jeunes messieurs seulement. Mais de la science, pour 100. Le plaisir du docteur Blimber, sa raison de vivre, c'est de gorger de science ces 10 malheureux. Une vaste serre, une forcerie. La fonction de l'établissement du docteur Blimber, abrutir par une routine mélancolique les esprits et la cervelle. Comment allez-vous, Mr. Dombey? Comment va notre jeune ami? Très bien, merci, monsieur. Nous allons en faire un homme. Ah, tu entends, Paul, ce que dit le docteur Blimber? J'aimerais mieux rester un enfant. Vraiment? Pourquoi? Pour rester toujours avec Florence, comme maintenant, pour qu'elle me soigne. Ce n'est rien, Mr. Dombey. Nous substituerons rapidement de nouvelles occupations et de nouvelles impressions à ces enfantillages. Comment va notre jeune ami? Comment allez-vous, Mr. Dombey? Je m'appelle Toots. Très bien, merci. Je suis ravi de vous connaître, cher condisciple. Si je puis vous être utile en ma qualité d'ancien et de promis de l'institution Blimber... Merci beaucoup, monsieur. Venez que je vous montre votre place à l'étude. Là... Mais vous avez quelque peine à monter sur votre siège. C'est que vous êtes bien petit, Mr. Dombey. Oui, je suis très petit. Quel est votre tailleur? Jusqu'à présent, c'est une femme qui m'a fait mes habits. Mon tailleur à moi, c'est Burgess et compagnie. Très à la mode, mais très cher. Oh. Votre père est très riche, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est Dombey et fils. Et quoi? Et fils. L'institution Blimber est à table, maître et élève. La soupe est bonne, il y a aussi du rôti, du bouilli, des légumes, de la tarte et du fromage. Chacun des jeunes gens a une fourchette d'argent massif et une serviette. Le service est fait par un maître d'hôtel en habit bleu à boutons brillants. On est au dessert. Il est remarquable, Mr. Gover, que les Romains... Il est remarquable que les Romains, dans ces réceptions splendides et débordantes, dont on parle au temps des empereurs,
où le luxe atteignit un degré inconnu auparavant et depuis lors. Johnson, buvez un peu d'eau. Oui, monsieur. Quand nous lisons leurs récits de repas aussi coûteux, et nous souvenons pourtant que nous avons un Titus, un Néron, un Tibère, un Caligula, un Héliogabal, Johnson me récitera demain matin en grec la première épître de Saint Paul aux Éphésiens. Comment va notre jeune ami? Mal, bien seul, bien triste et bien fatigué. Triste, faible, fatigué. Le pauvre petit Paul n'est pas fait pour cette vie-là. Le terrible bourrage qu'il subit chez le docteur Blimber l'affaiblit encore. Il comprend mal ce qu'on attend de lui. D'une façon générale, on peut dire de Dombey que ses capacités et ses dispositions sont bonnes. Mais ce qui est regrettable, c'est la bizarrerie de son tempérament et de sa conduite. Il est souvent très différent de ce que sont les autres jeunes gens de son âge et de sa condition sociale. Eh bien, Dombey, vous comprenez? Je crois bien que oui, Madame Blimber. Votre père va lire ses notes. Il lui sera pénible d'apprendre que vous avez des bizarreries de caractère et de conduite. C'est aussi très pénible pour nous, car il nous est impossible de vous aimer autant que nous le souhaiterions. J'aimerais tellement, Madame, que vous essayiez tout de même de m'aimer. C'est probablement à cause de mes os. Car moi, je vous aime tous bien. Pas tant que Florence, bien sûr. Ça, c'est impossible. Vous ne pourriez pas espérer ça, n'est-ce pas, Madame? Quel drôle d'enfant précoce. Miss Pipchin, ne le dites pas à Florence. Quoi, mon petit Paul? Mes notes. Mais non. Qu'est-ce que vous croyez que je ferai quand je serai grand, Miss Pipchin? Je ne sais pas. Eh bien, je mettrai tout mon argent dans une banque, sans jamais essayer d'en avoir plus, et je m'en irai à la campagne avec ma Florence chérie. J'aurai un beau jardin, des champs et des bois, et j'y vivrai toute ma vie avec elle. Vraiment? Oui, je ferai ça si je deviens grand. Si je deviens grand, le petit Paul ne deviendra jamais grand. Il est trop précoce, trop vieux pour son âge. Son organisme ne résiste pas au régime du docteur Blimber. À la fin de l'année scolaire, il tombe malade. Il rentre chez lui pour les grandes vacances, et puis dans les bras de Florence en larmes, en présence d'un père frappé de stupeur et d'incompréhension, de sa brave nourrice Richard qui l'a réclamé et de Walter qu'il recommande à ceux qui restent. Il rend sa petite âme à Dieu. Avec lui disparaît le personnage principal de notre récit. Non, car notre personnage principal, c'est la firme Dombey et Fils. Dombey et Fils. Le pauvre petit associé retourne au limbe qu'il avait à peine quitté. Les grandes espérances de Dombey l'orgueilleux disparaissent avec lui. Florence, désormais privée de toute affection, erre dans la grande maison vide. Ses efforts maladroits pour se faire aimer de son père élargissent le fossé qui les sépare. Elle a maintenant 14 ans. Miss Flo, une visite. Une visite? Pour moi, Suzanne? C'est une surprise, hein? Si vous aviez beaucoup de visites, vous vous porteriez mieux. Mais qui est-ce, Suzanne? Mr. Toots. Oh, le brave garçon, comme c'est gentil. Fais-le vite entrer. Bien, Miss Flo. Vous pouvez entrer, Mr. Toots. Comment allez-vous, Miss Dombey? Ça va très bien, oui, Mr. Toots. Très bien, oui, ça va. Vous êtes bien bon d'être venu. Vous avez été très bon pour mon cher frère. Il m'a souvent parlé de vous. Oh, ça n'a pas d'importance. Il fait chaud, hein? Il fait très beau. Vous n'êtes plus chez le docteur Blimber, je crois. J'espère bien. Alors, bonne santé, Miss Dombey? Vous partez? Je ne sais pas. Le fait est que... Dites donc, Miss Dombey. N'ayez pas peur de me parler de mon frère. Je serai très heureuse. Vraiment? Pauvre Dombey.
Je n'aurais jamais cru que Borgias et compagnie, tailleur à la mode, mais très cher, dont nous parlions ensemble, me ferait ce costume pour une telle occasion. Pauvre Dombey. Dites, Miss Dombey. Oui, Mr. Toots. Il s'était beaucoup attaché à un ami dans les derniers temps. Je me suis dit que peut-être vous auriez plaisir à la voir comme une sorte de souvenir. Vous vous rappelez comme il parlait de Diogène? Le chien du docteur Blimber? Oh oui, oui, je me rappelle. Dites, Miss Dombey, s'il avait fallu, je l'aurais bien volé, mais ils ont été contents de s'en débarrasser. Si vous le voulez, il est en bas. Vous savez, ce n'est pas un chien de dame, mais ça vous est égal, n'est-ce pas? Mais bien sûr, allons vite le chercher. Viens, Diogène. Oh, le beau chien, tu en as une bonne figure de brave toutou. Oh, tu seras un bon compagnon pour la pauvre Florence. Chaque soir avant de se coucher, la pauvre Florence va faire un pèlerinage silencieux jusqu'à la porte de son père. Son père qui s'est encore durci et qui lui reprocherait presque sa bonne santé, comme si elle était la rivale heureuse du pauvre petit Paul. Un soir, la porte est ouverte. Papa. Papa, parlez-moi, mon cher papa. Qu'y a-t-il? Que viens-tu faire ici? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Papa, je suis venue... Oui, contre mes désirs. Pourquoi? Je crois que tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Nous avons tous besoin de repos, d'ailleurs. Allez, va, Florence. Tu as rêvé. Allons, viens. Viens, je reste ici pour t'éclairer pendant que tu monteras. Toute la maison là-haut est à toi, à présent. Tu es la maîtresse. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, cher papa. Oh, Diogène. Mon cher Di. Di. Mon cher Di. Pas de bon drame sans traître, il est temps de le faire paraître. Carker, le directeur, homme de confiance de Dombey, ambitieux, prêt à trahir. D'abord inquiet de la naissance de Paul, mais hélas vite rassuré. Son attention est maintenant attirée du côté de Walter Gay. Ce garçon a de l'étoffe. Il a dans le regard quelque chose de loyal, d'enthousiaste, de courageux, qui déplaît beaucoup à Mr. Carker. Et le sentiment encore enfantin qui unit Walter à Florence pourrait un jour devenir dangereux. Une occasion se présente d'écarter le jeune importun. Il faut quelqu'un pour la Barbade, île de la Jamaïque. Carker suggère à Dombey de désigner Walter. Walter doit quitter l'Angleterre dans quelques jours à bord du Fils et Héritier, vaisseau de la flotte Dombey. Le midship de bois reçoit une visite inattendue. Walter! Walter! Qu'a-t-il donc, mon oncle? Miss Dombey! C'est Miss Dombey! Est-ce possible? Ici? On m'a dit que vous partiez, Walter. Est-ce vrai? Oui, Miss Dombey. Votre oncle, j'en suis certaine, regrette que vous partiez. Et moi aussi, cher Walter, je le regrette beaucoup. Qu'elle est grande, Miss Dombey! Comme elle embellit! Et pourtant, elle n'a pas changé depuis le jour où Walter nous l'a amenée. Et vous vous souvenez de moi, de l'enfant que j'étais alors? Comment vous oubliez? Walter parle si souvent de vous. Vraiment? Oh, merci, Walter. J'avais peur que vous ne partiez sans penser à moi. Mr. Giles, quand Walter sera parti, me permettrez-vous de venir vous voir de temps en temps? Vous me donnerez de ses nouvelles? Wally, mon cher petit, réponds à ma place. Miss Florence, je ne sais pas mieux que mon oncle exprimer ma reconnaissance pour une telle bonté. Oh, mais Walter, je dois vous dire une chose.
Appelez-moi Florence tout court. Paul vous aimait beaucoup. Avant de mourir, il a dit « N'oubliez pas Walter ». Et si vous voulez être un frère pour moi, maintenant qu'il est parti, je serai votre sœur toute ma vie. La vie continue. Le fougueux commandant Bagstock, une nouvelle connaissance, persuade Dombey de la nécessité de se changer les idées et l'entraîne dans une ville d'eau, Leamington. Il rencontre sur la promenade 2 dames, l'une fort âgée dans une chaise roulante, mais dont la toilette et l'attitude sont très juvéniles, l'autre jeune, belle et fière. Mon cher Dombey, vous ne devinerez jamais qui je vois venir vers nous. Cléopâtre, oui, Cléopâtre elle-même. Cléopâtre? Ouais, enfin c'est ainsi du moins qu'on l'appelait il y a fort longtemps, 20, 30 ou 40 ans peut-être. Un artiste en renom l'avait peinte, mollement étendue sur son landau. Aujourd'hui c'est sur une chaise roulante, enfin bref, mais elle est toujours jeune et resplendissante. Venez que je vous présente. Ma chère Edith, voyez qui vient. Le commandant Bagstock me parole. Oh, créature trompeuse, d'où venez-vous? Vous êtes insupportable. Alors permettez au vieux Joe de présenter un ami, madame, pour se faire supporter. Monsieur Dombey, Mrs. Skewton. Oh, je suis ravie de vous connaître, Monsieur Dombey. Ma fille, Edith Langer. Depuis combien de temps êtes-vous ici, lutin perfide? Depuis un jour, madame. Et vous ne pouvez pas rester un jour, ni même une minute, dans le jardin de l'Éden, je pense, maman. Oh, ma chère Edith, c'est pas ma faute, je ne me rappelle jamais ces terribles noms, sans que toute mon âme et tout mon être soit inspiré par le spectacle de la nature, par le parfum de son souffle ingénu, ô créateur. J'espère que Monsieur Dombey est un fervent de la nature. Ah, il se peut, madame, que mon ami Dombey soit son fervent secret. Mais un homme qui joue un rôle capital dans la plus grande ville du monde... Nul ne saurait ignorer l'immense influence de Mr. Dombey. Vous habitez ici, Mrs. Granger? Non, nous avons demeuré dans bien des endroits, Rogate, Scarborough, le Devonshire. Nous avons fait des séjours un peu partout, maman aime le changement. Je vous assure, Mr. Dombey, que la nature voulait faire de moi une arcadienne. C'est une absurdité que je vis dans la société. Je vais vous dire, Dombey, si Joe Bagstock était plus jeune, il n'y a pas de femme au monde qu'il préférerait pour en faire Mrs. Bagstock à cette femme-ci. Dieu, elle est splendide. Vous voulez dire la fille? Je pense qu'elle est bien née. Bien née? L'honorable Mrs. Skewton est la sœur de Ferd Lord Felix et la tante du Lord actuel. Edith Skewton épousa à 18 ans Granger, le colonel. C'était un homme diablement bon. 41 ans, il est mort, dans la seconde année de son mariage. Et il y a longtemps de cela? Edith Granger n'a pas actuellement tout à fait 30 ans, mais le diable m'emporte, c'est une femme sans égale. Cependant, Edith aurait pu se marier 20 fois si elle n'était pas si fière. Et ce n'est pas un défaut? Ce n'est pas un défaut, c'est même une grande qualité. Vous êtes fier vous-même, et votre ami le vieux Joe vous en respecte davantage. Dombey et Bagstock deviennent des familiers du salon de Mrs. Skewton et de sa fille. La vieille dame les reçoit toujours avec la même exubérance étourdie. Edith ne refuse jamais de faire valoir ses talents, harpe, piano, dessin, mais sans se départir de son attitude hautaine et glaciale. Au bout de quelques jours, Carker, le directeur, vient à Leamington pour mettre Dombey au courant de la marche de la maison. Mais entrez! Ah! Entrez, Carker. Je voudrais que vous connaissiez le commandant Bagstock. Je lui suis très obligé de sa société et de sa conversation. Je remercie le commandant pour son heureuse influence sur l'humeur et la santé de Mr. Dombey. Oh, bon Dieu, monsieur, il n'y a pas à me remercier, car ce fut un échange de bons procédés. Et maintenant, vous devez avoir une montagne d'affaires à discuter. Non, mais pas du tout, pas du tout. Si. Un géant du commerce comme vous ne doit pas être interrompu, je vous laisse.
À propos, Dombey, vous n'avez rien à leur faire dire? Eh bien, mais faites-leur mes compliments. Mes compliments, bon Dieu, un peu plus de chaleur, ou je serais mal reçu. Bon, et alors mes respects, si vous voulez. Mais le respect, le diable m'emporte, c'est encore bien. Bon, mais alors ce que vous voudrez. Ce que je voudrais, bon, parfait, notre ami est malin, monsieur Médin malin. Et Bextock aussi, d'ailleurs. Dombey, j'envie vos sentiments, mon ami. Le ciel vous bénisse. Ce monsieur a dû être pour vous d'une grande ressource. Oui, vraiment très grande. Il a des amis ici. Je comprends à ce qu'il a dit que vous allez dans le monde. J'en suis infiniment heureux. J'aurai le plaisir, Carker, de vous présenter aux amis du commandant. Oui, des personnes très aimables. Je serais charmé de les connaître. À propos, j'ai vu Miss Dombey. J'ai pris la liberté de lui rendre visite pour m'informer si elle voulait me charger de quelques petites commissions. Cependant, je n'ai que le bonheur de vous apporter simplement sa tendre affection. Merci. Comment vont les affaires? Doucement. Dans l'ensemble, nous n'avons pas eu ces temps derniers autant de chance que d'habitude. Au Lold, on tient le fils et héritier pour perdu. Mais le navire était assuré de la quille à la pomme du mât. Carker, je n'ai jamais eu bonne impression de ce petit Gay. Non, moi non plus. Mais je voudrais qu'il n'ait jamais mis le pied sur ce bateau et qu'on ne l'eût jamais envoyé à la Barbade. Où que soit Gay, il y est beaucoup mieux qu'en Angleterre. Miss Dombey est jeune et confiante. Elle n'est peut-être pas tout à fait aussi fière qu'il conviendrait à votre fille. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voulez-vous que nous examinions ses comptes? Depuis son départ, Walter n'avait pas donné de nouvelles. Et la perte du fils et héritier, que le haineux Carker vient d'annoncer avec cette désinvolture, est en effet confirmée. À l'inquiétude succèdent chez ceux qui pensent tendrement à Walter, l'oncle Sol, le capitaine Cuttle et Florence, le chagrin. Mais pas encore le désespoir, on croit à un miracle. Et un beau jour, l'oncle Sol disparaît, mystérieusement. Mais revenons à Dombey et à son entourage. Bagstock s'est fait annoncer chez la vieille coquette. Mais quel est donc l'être odieux qui entre là? Disparaissez, qui que vous soyez. Oh, vous n'aurez pas le cœur de bannir Joe, madame. Ah, c'est donc vous. Réflexion faite, vous pouvez entrer. Voilà. Asseyez-vous. Et bien loin. Oh. Je suis très faible ce matin et vous sentez le soleil. Vous êtes positivement tropical. Comment va Mr. Dombey? Mais aussi bien que peut aller un homme dans son état, madame. Il est touché. Une baïonnette à travers le corps. Commandant Bagstock, bien que je ne connaisse pas le monde, il me semble qu'il y a dans vos paroles une allusion à Edith, ma très très chère enfant. La franchise a toujours été la caractéristique de la race des Bagstock. Vous avez raison, madame. J'ai éprouvé, ma bien chère Edith aussi, j'en suis certaine, un plaisir infini à recevoir Mr. Dombey. Et il m'a semblé qu'il possédait un cœur tout à fait réconfortant. Oui, ben le cœur, il l'a diablement perdu pour l'instant. Misérable, je veux bien vous taire. Mais Joe Bagstock sera muet, madame. Pensez-vous qu'il ait des intentions sérieuses? Ma réponse est simple. Est-ce que nous allons le marier à Edith Granger? Être mystérieux. Comment voulez-vous que nous fassions pour les marier? Dombey, madame, c'est une belle prise. Ah, Ville, vous êtes révoltant. Ah oui, révoltant, oui. Du reste, voici une lettre qu'il m'a chargé de vous remettre et dans laquelle il vous invite toutes les deux à déjeuner demain et à faire une promenade en voiture à Warwick et à Kenilworth. Donnez. Oh, mais voici Edith. Le commandant Bagstock, mon Edith chérie, qui est habituellement l'être le plus inutile et le plus désagréable du monde, comme vous savez. Mais à comment ce langage? Nous sommes seuls, nous nous connaissons. Vous êtes donc bizarre aujourd'hui, ma chérie. Le commandant Bagstock nous apporte un mot infiniment aimable de Mr. Dombey, nous invitant à déjeuner avec lui demain et à faire une promenade en voiture à Warwick et à Kenilworth. Voulez-vous y aller, Edith? Si je veux y aller? Je savais bien que vous accepteriez. C'était qu'une formalité de vous poser la question. Voici la lettre de Mr. Dombey. Merci. Je n'ai aucune envie de la lire. Alors je ferais mieux d'y répondre moi-même. J'envoie vos amitiés? Ce que vous voudrez. Savez-vous, commandant, que je n'ai pas trouvé aujourd'hui notre ami aussi attentif aux affaires que d'habitude? Non.
l'ai trouvé un peu distrait, disposé à s'égarer. Bon Dieu, monsieur, il y a une dame dans l'affaire. Ma foi, je commence à le croire. Je pensais que peut-être vous plaisantiez en l'insinuant, car je sais bien que vous autres militaires... C'est une jeune veuve, monsieur, d'une famille très distinguée. Dombey est tombé amoureux fou, monsieur. Une bonne affaire des deux côtés, là, la beauté, la noblesse, le talent, lui, à la fortune. La jeune veuve aime les promenades matinales. Elle cherche des paysages à fixer sur la toile. Carquet, mon ami, tu dois te trouver sur son chemin. On t'a dit qu'elle passait par ici. Tiens, regarde. L'occasion te tend les bras. Une bohémienne est en train de l'importuner. Montre-toi et fais-toi bien voir. Oh, ma jolie dame, laissez-moi vous dire bonne aventure. Je suis capable de me la dire moi-même. Oh, certainement, mais de travers. Oh, il y a la fortune sur votre figure. Je le sais. Donnez-moi une petite pièce d'argent, hein, ou je la crie après vous, la bonne aventure. Un enfant mort et un enfant vivant. Une femme morte et une femme en route. Qu'est-ce qui vous prend, espèce de folle? Voulez-vous laisser cette dame tranquille? Une pièce d'argent, en voilà une. Et disparaissez de sa vue. Mrs. Skioten, il me faut donner satisfaction à mon ami Carker en vous le présentant. Oh, mais c'est monsieur qui vient de me délivrer de la poursuite d'une mendiante importune. Je suis déjà son obligé. C'est moi qui suis obligé à ma bonne fortune qui m'a donné l'occasion de rendre un service si léger à quelqu'un dont je suis fier d'être le serviteur. Mrs. Skioten, j'ai demandé à Mrs. Granger la permission de lui rendre visite demain matin à un certain sujet et elle m'a indiqué l'heure de midi. Puis j'espérais vous trouver ensuite chez vous. Mr. Dombey a demandé à te voir demain matin, en particulier pour une question grave. Vous n'allez pas me dire que vous ne le savez pas. C'est d'accord avec vous et en tout cas vous avez fait tout ce qu'il fallait pour cela. Mais que je fais, mon Dieu, d'autre? Allons, dites-le franchement, il m'a acheté. Ou il m'achètera demain. Il a examiné l'objet, il l'a montré à son ami, il en est plutôt fier. Mon Dieu, faut-il donc que j'ai vécu pour voir et ressentir ça? Que veux-tu dire? Enfin, est-ce que depuis ton enfance... Enfance, quelle enfance m'avez-vous laissé? J'étais femme rusée, calculatrice, tendant les pièges aux hommes avant même de comprendre le vil et misérable but de tous les artifices que j'apprenais. Il n'y a pas d'esclave au marché, de cheval à la foire qu'on ait montré, offert, examiné, exhibé, comme je l'ai été au cours de ces 10 dernières années. Mais tu te serais marié 20 fois si tu avais voulu y mettre du tien. Non. Celui qui me prendra aura le rebut que je suis, que je mérite bien d'être. Il me prendra comme me prend cet homme, sans que j'aie usé d'aucun artifice pour le séduire. Cet homme, tu parles comme si tu le méprisais. Alors vous vous figuriez que je l'aimais? Vous dirais-je quelle est la personne qui nous connaît à fond, qui nous pénètre et devant qui j'ai même moins de respect de moi ou de confiance que devant ma propre conscience, dont je me sens dégradé par la façon dont il me devine. J'imagine que c'est là une attaque contre ce pauvre malheureux. Comment s'appelle-t-il donc? Mr. Carker. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu es malade? Mrs. Skioten, ma fille, Florence. Oh, elle est vraiment charmante, si naturelle. Embrassez-moi donc, ma chère Florence. Edith, ma fille Florence. Florence, cette dame sera bientôt ta maman. Oh, papa, puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être très, très heureux toute votre vie. Allons, Florence, ne pleurez pas, vous n'allez pas commencer par me haïr. Vous haïr, maman? Mais comment pourrais-je? Vous êtes si belle et vous paraissez si bonne. Commencez par penser à moi avec amitié, par croire que je vais essayer de vous rendre heureuse, que je désire vous aimer, Florence. Au revoir, nous nous reverrons bientôt. Au revoir, ne restez pas là. Edith se laisse marier sans se départir un instant de sa hautaine indifférence. Dombey approuve au fond cet orgueil et cette froideur qui rappellent son propre caractère.
la dignité de Dombey fils sera en de bonnes mains. Edith ne s'attendrit qu'en présence de Florence. Une grande et confiante affection les unit désormais. Florence, ma chérie, je vous ai cherché partout. Doucement, chère maman. Papa s'est endormi dans son fauteuil. Alors vous étiez toute seule dans votre petite chambre avant de descendre voir votre père? Oh, j'ai l'habitude. Et puis j'ai Diogène pour me tenir compagnie. C'était le grand ami de mon frère Paul. Il ne me reste plus que lui, sans parler de vous, bien sûr, maman. Depuis que Walter s'est noyé. Mais qui était Walter? Qu'était-il pour vous? Il était comme mon second frère. Papa l'a envoyé à la Jamaïque parce que Mr. Carker lui a dit de le faire. Et le bateau sur lequel il a embarqué a fait naufrage. Est-ce que votre père sait qu'il est mort? Je ne sais, maman. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Oh, chère maman, je sais que vous avez vu... Quoi donc, mon enfant? Que je ne suis pas une enfant aimée, maman. Je ne l'ai jamais été, je n'ai pas su l'être. Oh, enseignez-moi la manière. Comment faut-il faire pour devenir plus cher à papa? Florence, vous ne me connaissez pas, le ciel vous préserve de rien apprendre de moi. Aimer ou être aimé. Si vous pouviez me l'enseigner, cela vaudrait mieux, mais il est trop tard. Je serai toujours votre fidèle amie. Aucune femme parmi celles qui auraient pu devenir la femme de votre père n'aurait pu vous chérir mieux que je ne le fais. Je le sais, chère maman. Et je l'ai su dès ce premier et très heureux jour. Ce très heureux jour. La crémaillère est somptueusement pendue dans la vaste demeure, complètement rajeunie par une armée de peintres et de tapissiers, que Dombey possède du côté le moins ensoleillé d'une rue terriblement comme il faut, entre Portland Place et Bryanston Square. Au cours de la réception, Dombey a exhibé fièrement sa nouvelle épouse comme le meuble le plus somptueux de sa demeure. Carker prend congé le dernier. J'espère bien que les fatigues de cette délicieuse soirée n'incommoderont pas demain Mrs. Dombey. Oh, Mrs. Dombey s'est suffisamment ménagée pour vous ôter toute inquiétude à cet égard. Je regrette de dire, Mrs. Dombey, que j'aurais pu souhaiter que vous vous donnassiez un peu plus de peine à cette occasion. Savez-vous que nous ne sommes pas seuls? Mr. Carker, madame, vous ne l'ignorez pas, possède ma confiance. Il comprend aussi bien que moi-même ce dont je parle. Je souhaite vous le dire pour votre gouverne. Je considère que les personnes riches et importantes qui étaient ici ce soir me font honneur en venant chez moi. Je vous demande, monsieur, si vous savez qu'il y a quelqu'un ici. Je dois supplier, implorer, exiger qu'on me permette de me retirer. Pour léger et sans importance que soit ce différend. J'ai indiqué à Mrs. Dombey ce que je réprouve dans sa conduite dès le début de notre vie conjugale et ce que je désire voir réformer. Je vous répète, Carker, vous n'étiez pas de trop. Et maintenant, bonsoir. Monsieur Carker vous envoie ses respectueux compliments et vous prie de trouver une minute pour le recevoir. Il s'agit d'affaires sérieuses. Qu'il entre. Bien, madame. Entrez, monsieur Carker. J'ai pris la liberté de solliciter une autre vue et je me suis risqué à dire que c'était pour les affaires parce que... Peut-être, monsieur Dombey, vous a-t-il chargé de me faire des reproches. Vous avez sa confiance à un degré si inhabituel que cela n'aurait rien d'étonnant. Je ne suis chargé d'aucun message pour la dame qui jette un tel lustre sur le nom de Dombey. Mais je supplie cette dame d'être juste envers un très humble quémandeur de justice et de réfléchir à l'incapacité totale dans laquelle je me suis trouvé hier soir d'éviter le rôle qui m'a été si péniblement infligé. Et votre affaire, monsieur? Il s'agit de Miss Florence. Il s'est passé des choses déraisonnables au sujet d'un certain Walter, un garçon du commun, qui, heureusement, est mort aujourd'hui. Et des relations extrêmement indésirables avec certains marins de réputation plus que douteuse et un vieux failli qui a pris la fuite.
J'ai entendu parler de cette histoire, monsieur, et je sais que vous la rapportez inexactement. Il se peut que vous ne le sachiez pas, je le souhaite. Excusez-moi, je crois que personne ne la connaît aussi bien que moi. Dans l'exercice de mon devoir d'ami confidentiel de Mr. Dombey, je l'ai entièrement tirée au clair. Je crois avoir remarqué, madame, que vous vous intéressez beaucoup à Miss Florence. Et alors? Cet intérêt, madame, m'engage à attendre avant de lui faire connaître ces circonstances dont le simple récit sera décisif aux yeux de mon maître déjà prévenu contre sa fille. Puis-je aspirer à l'honneur de croire que ma confidence est acceptée et que je suis relevé de ma responsabilité? Je l'accepte, monsieur. Vous voudrez bien considérer cette affaire comme close et il n'en sera plus question. Adieu. Oh, oh. Oh, Florence, Florence. C'est pour toi que je supporte tout, Florence. Mrs. Dombey, je voudrais vous dire quelques mots. Je crains que vous ne compreniez guère qui je suis, ni ce que je suis. Je crois le comprendre parfaitement. Mrs. Dombey, votre attitude ne me satisfait point. J'ai déjà eu l'occasion de vous inviter à la modifier. Aujourd'hui, j'insiste pour que ce soit fait. Il semble que votre attitude ne soit pas changée depuis votre première remontrance. Vous faites des extravagances. Vous gaspillez énormément d'argent. Il faut que cela change. Mais attendez, au nom du ciel! Est-ce que je vous ai jamais invité à briguer ma main? Est-ce que j'ai usé d'aucun artifice pour vous conquérir? Il est totalement inutile, madame, d'entamer de pareilles discussions. Vous imaginiez-vous que je vous aimais? Vous êtes-vous jamais soucié, monsieur, de mon cœur? Ou vous êtes-vous jamais proposé de conquérir cette chose sans valeur? Ces considérations sont fort éloignées du sujet. Depuis notre mariage, vous avez été arrogant. Je vous ai payé de retour. Vous attendez de moi un hommage que vous ne recevrez jamais. Nous sommes un couple très malheureux. Étranger à tous les sentiments qui sont la bénédiction du mariage. Mais avec le temps, il est possible que naisse entre nous quelque amitié, essayons l'un et l'autre. J'aurai ainsi la perspective d'une vieillesse plus heureuse que n'a été la fleur de mon âge. Madame, je ne puis accueillir aucune proposition de cette nature extraordinaire. Vous savez ce que j'attends de vous, c'est mon ultimatum. Dans ce cas, sortez, monsieur. Nos premières et dernières confidences sont terminées. Mon cher Carker, je suis heureux que ce déjeuner auquel vous m'avez convié nous donne l'occasion d'une conversation privée que nous avons difficilement le loisir d'engager au bureau. Mrs. Clayton vient de mourir et Mrs. Dombey va être privée de ses salutaires conseils. Or, il y a quelque temps, vous vous êtes trouvé présent à une discussion que j'ai eue avec Mrs. Dombey. Vous avez compris les causes de mon mécontentement. Et j'ai tant regretté de me trouver là. Carker, j'imagine que c'est d'abord moi qui compte. Comment pourrait-on en douter? Mrs. Dombey ne représente, quand il s'agit de nous deux, qu'une considération secondaire. Je ne me trompe pas. Mais bien entendu. Bon, alors, Carker, j'espère que votre regret d'avoir encouru le déplaisir de Mrs. Dombey sera compensé par votre satisfaction d'avoir conservé ma confiance. J'ai donc vraiment encouru ce déplaisir? Oui, Mrs. Dombey a exprimé diverses opinions avec une froideur et une indifférence majestueuses que je désapprouve. Je lui ai annoncé que si je me trouvais dans la nécessité de lui adresser de nouvelles remontrances, je le ferais par votre intermédiaire. Eh bien, ce moment est venu. Vous n'avez qu'à commander. Mrs. Dombey ne semble pas se rendre compte que l'idée même d'une opposition contre moi est monstrueuse et absurde. Nous autres, la cité, nous vous connaissons mieux. Mais j'y compte bien. Vous aurez donc la bonté d'annoncer à Mrs. Dombey que je me trouve dans l'obligation de lui rappeler notre conversation précédente, qui, à ma grande surprise, n'a pas eu d'effet. Je me trouverai dans la très désagréable nécessité de vous charger de messages encore plus déplaisants si elle n'a pas suffisamment de bon sens pour s'adapter à mes désirs. À l'exemple de la première Mrs. Dombey. La première Mrs. Dombey a eu une vie très heureuse. Elle avait beaucoup de bon sens. Croyez-vous que Miss Dombey ressemble à sa mère? Bon. J'ai abordé un sujet pénible. Pardonnez-moi, je vous en prie. Carker, il n'y a pas lieu de vous excuser.
Il s'agit de la question présente et non d'aucun souvenir. Je n'approuve pas l'attitude de Mrs. Dombey envers ma fille. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. Mais c'est même l'objet direct de la remontrance que vous aurez à lui faire de ma part. Son affectation de tendresse pour ma fille m'est désagréable. Elle est de nature à faire remarquer un contraste avec l'attitude qu'elle a adoptée à mon égard. Le déjeuner terminé, Dombey et Carker partent ensemble pour la City, continuant à deviser. Mais le cheval de Dombey fait un faux pas et son cavalier tombe à terre. Un médecin, mais il n'y a pas un médecin dans les parages. Si, venez ici, on va le porter à l'auberge, là, tout à côté. On ira chercher un médecin. Mrs. Dombey est là. C'est Mr. Carker. Mrs. Dombey ne reçoit personne à cette heure-ci. Mais dites à Mrs. Dombey que... Qu'y a-t-il, Mr. Carker? Je m'excuse d'avoir insisté pour être reçu, Mrs. Dombey, mais à mon grand regret, je me trouve dans l'obligation de vous faire part d'un petit accident. Oh, sans gravité. C'est papa. Mais qu'est-il arrivé? Calme, Florence, écoutez, Mr. Carker. Oh, une chute de cheval, sans gravité. C'est sérieux, Mr. Carker ne veut pas le dire. Calme-toi, il est ma très petite mal. Florence. Oui, Mr. Dombey se trouve dans une auberge. Il a reçu les soins de deux médecins. Si vous voulez bien faire atteler une voiture, je le ramène dans un instant. Oh, maman, si j'y allais. Je ne pense pas que ce soit à conseiller. Mr. Dombey a bien précisé que je devais charger la nouvelle intendante de lui faire préparer son lit dans son appartement du rez-de-chaussée. La maison silencieuse, les lumières éteintes, pèlerinage nocturne jusqu'à la porte paternelle. Florence a toujours son cœur d'enfant, comme autrefois. La maison silencieuse, les lumières éteintes, la porte entr'ouverte pour donner de l'air, le feu crépite. Près du feu, dans un fauteuil, Mrs. Pipchin dort à point fermé. Derrière un paravent, une lumière. Le lit de Dombey. Il dort. Une coupure au front. Ses cheveux mouillés reposent emmêlés sur l'oreiller. Un bras sortant du lit est enveloppé d'un pansement. Le visage est très pâle. Dans la sérénité du sommeil, on dirait qu'il a dépouillé sa sévérité. Éveille-toi, père insensible. Éveille-toi, homme morose. Le temps fuit. Éveille-toi. Mais Dombey ne s'éveille pas. Et Florence, furtive, timide, s'enfuit en priant Dieu de bénir son père. Maman, vous n'êtes pas encore couchée? Oh, j'ai fait le mauvais rêve. Mais que fait donc ici mon petit oiseau à une heure pareille? J'étais inquiète de ne pas vous avoir vu ce soir et de ne pas savoir comment allait papa. Mais il est tard, Florence. Maman, oh maman, que faudrait-il que je fasse pour que nous soyons tous heureux? Il n'y a rien à faire. Oh, Florence, je crois que j'étais presque folle ce soir. Ne m'abandonnez pas, restez près de moi. Je n'ai d'espoir qu'en vous. Entrez. Puis-je vous demander, madame, la faveur d'une minute d'entretien? Avant de nous entendre, Mr. Carker, je désire que vous m'écoutiez. Si vous êtes chargé d'un message, n'essayez pas de vous en acquitter, car je ne l'accepterai point. Est-il possible que vous ne vouliez pas faire de différence entre celui qui m'envoie et moi-même? Vous commettez une grave injustice. Une injustice?
Mais si j'avais traité avec justice les tourments que vous m'avez fait endurer, l'insulte que vous m'avez faite, je vous aurais déjà tué. Mais je sais que je n'ai pas réussi à vous plaire. Je sais pourquoi. Grâce à vos confidences. Mes confidences? Vous savez aussi qu'il n'y avait pas d'affection de votre part pour Mr. Dombey. Comment pourrait-il y en avoir entre deux êtres aussi différents? Est-il honnête de parler ainsi d'un homme dont vous êtes le conseiller et le courtisan? Conseiller, oui. Courtisan, non. Je fais quelques réserves. Notre intérêt et nos commodités nous obligent souvent à des attitudes sans fondement véritable. Pourquoi hésiterais-je maintenant, puisque je suis entièrement dévoué à votre service, à parler nettement? Il était normal qu'une dame douée comme vous l'êtes crût possible de modifier sur certains points la nature de son mari. Oh, je n'ai jamais eu aucun espoir ni aucune intention de ce genre. Mais du moins pouviez-vous juger possible d'être la femme de Mr. Dombey sans vous soumettre et sans être trop brutalement heurté. Mais vous ne saviez pas à quel point il est orgueilleux, exigeant, combien il est l'esclave de sa propre grandeur. Mr. Dombey m'a demandé hier de lui servir d'intermédiaire auprès de vous parce qu'il sait que je ne vous plais point. Il fait de moi un châtiment à votre obstination. Et vous acceptez ce rôle? Je dois vous recommander d'être prudente dans vos démonstrations d'affection pour Miss Dombey. Que voulez-vous dire? Votre attitude trop tendre à son égard ne plaît point à son père. Elle appelle des comparaisons qui ne lui sont point favorables. En continuant ainsi, vous ne rendriez pas service à Miss Dombey. C'est une menace. C'est une menace, mais ce n'est pas contre vous qu'elle est dirigée. Je pense que vous en avez assez dit ce soir. Je vous prie de me laisser. Me permettrez-vous de vous revoir? Il sera nécessaire que je me consulte avec vous. N'importe quand, mais pas ce soir. Florence. Ma pauvre Florence. Il va falloir que je m'éloigne de toi. Que je t'aime de loin. Que me restera-t-il? Que te restera-t-il? Florence a maintenant 17 ans. Et c'est demain le second anniversaire du mariage de son père. J'imagine que vous savez, Mrs. Dombey, que j'ai donné des instructions à l'intendante en vue de recevoir du monde à dîner demain soir. Je ne serai pas là pour le dîner. Ce sera un grand dîner. Si incertaines que soient mes raisons de me rappeler notre mariage avec plaisir, il y a des apparences à sauver. Si vous n'avez aucun respect de vous-même... Je n'en ai point. Madame, je vous prie de me laisser parler. Je dis que si vous n'avez aucun respect de vous-même... Et je dis moi que je n'en ai point. Carker, puisque vous avez été déjà mon truchement auprès de Mrs. Dombey, je vais vous prier de l'informer que j'insiste pour que les choses se passent comme je l'ai décidé. Dites à votre souverain maître, monsieur, que je prendrai au moment voulu la liberté de l'entretenir seul à ce sujet. Mr. Carker est exempté de s'acquitter d'un message de ce genre. Je refuse d'être montré comme l'esclave rebelle que vous avez acheté il y a 2 ans. Le respect de soi, les apparences, mais que m'importe tout cela. Vous avez tout fait pour que ces sentiments ne représentent rien pour moi. Carker, Mrs. Dombey me met dans une situation si peu convenable à ma dignité que je me vois contraint de mettre fin à cet état de choses. Délivrez-moi de la chaîne qui m'attache. Laissez-moi partir. Mais ma parole, madame, imaginez-vous que je puisse prêter l'oreille à une proposition semblable. Avez-vous jamais entendu parler de Dombey et fils? Vous voulez que les gens du commun parlent de Mr. Dombey et de ses affaires domestiques? Vous êtes folle. Carker. Un instant, permettez... Je vais paraître avoir une opinion différente de la vôtre, cela m'est pénible. Mais si vous considérez que Mrs. Dombey transforme cette maison en lieu de querelle et met en danger Miss Dombey, pourquoi repoussez-vous l'idée d'une séparation? Vous vous méprenez sur votre position, Carker, en me donnant de pareils avis. Peut-être vous êtes-vous vous-même mépris sur ma position quand vous m'avez fait l'honneur de me confier ces négociations. Nullement, monsieur. Vous avez été employé... Étant un être inférieur à l'humiliation de Mrs. Dombey, je l'oubliais, excusez-moi. Que se passe-t-il dans le cœur tourmenté d'Édith?
À quelle résolution désespérée son implacable fierté, que Dombey cherche vainement à abattre, va-t-elle la conduire? À la suite de cette scène, elle a quitté la table. Plus tard dans la soirée, Florence, la cherchant en vain, erre dans la maison splendide et lugubre. Il lui semble voir se faufiler une silhouette masculine. Ce n'est pas celle de son père. Puis elle entend le pas d'Édith. Elle se précipite. Maman, maman! Ne m'approchez pas, éloignez-vous. Laissez-moi passer. Maman! Ne me donnez pas ce nom, ne me parlez pas. Ne me regardez pas, Florence, ne me touchez pas. Où est maman? Sortie dîner en ville. Et papa, Mrs. Pipchin? Dans sa chambre. Ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous mettre au lit tout de suite. Bon, là, qu'est-ce que j'entends dire? Oh, Mrs. Dombey n'est pas encore rentrée? Non, allez me chercher le cocher. Oui, monsieur, je suis rentré depuis 10 heures. Et vous êtes rentré seul? Et où est donc Mrs. Dombey? Mrs. Dombey s'est fait conduire à Brook Street, à son ancienne maison. Là, il y avait Mr. Carker. Mr. Carker? Oui, Mr. Carker qui l'attendait. Et qui m'a dit que je pouvais rentrer, que Mrs. Dombey n'avait plus besoin de la voiture. Edith, Carker, enfuie. Voilà le prix des humiliations subies. La fière Edith ne s'est pas inclinée, et l'homme de confiance a trahi. Chez Edith, robes, parures, bijoux jonchent le sol. Tous les accessoires d'une splendeur qu'elle repousse désormais. Et une lettre annonçant sa fuite. Papa, mon cher papa, c'est Florence. Vous avez de la peine. Ah, c'est toi, fille indigne. C'est toi qui complotais avec cette misérable. Tiens. Oh, papa! Papa, est-ce possible? Affolée de chagrin, de honte et de terreur, Florence s'enfuit. Où aller? Elle retrouve instinctivement le chemin qui conduit chez l'oncle de Walter. Soudain, un jappement joyeux. C'est Diogène qui la rejoint. Mon cher, mon loyal, mon fidèle, dis. Oh, mais comment es-tu venu ici? Et moi qui t'avais laissé. Nous allons chez l'oncle seul. Là, nous sommes en surnuit. Mais c'est Florence, une vraie femme maintenant. Captain Cuttle, comme je suis contente de vous voir. Est-ce que l'oncle de Walter est là? Ma petite dame, on n'a plus de nouvelles de lui depuis bientôt 1 an, depuis qu'il est parti à la recherche de Walter. Vous habitez ici? Oui, Miss Florence. Oh, alors, Captain Cuttle, sauvez-moi, je vous en prie. Gardez-moi ici, ne me chassez pas. Moi, vous chassez? Mais vous n'y pensez pas. Attendez, nous allons mettre le panneau et fermer la porte à double tour. Là, vous voilà en sûreté. Allez, maintenant, il faut commencer à vous reposer. Vous me raconterez votre histoire plus tard. Captain Cuttle, vous avez entendu? On dirait qu'il y a quelqu'un. Qui voulez-vous qu'il y ait, ma petite dame? D'abord, la porte est fermée, verrouillée. Tenez, voilà maintenant Diogène qui aboie. Il y a certainement quelque chose. Allez. Viens avec moi, Diogène, là. Nous allons nous rendre compte. Là, Diogène, tais-toi. Alors. Là, Diogène a vu qu'il n'y avait personne. Maintenant, délices du cœur, vous allez monter vous reposer. S'il y a quelque chose que vous puissiez avoir besoin, faites signe à Edward Cuttle, qui viendra louvoyer derrière votre porte. Captain Cuttle, qui est là? Mr. Toots. Entrez, Mr. Toots. Captain Cuttle.
Je suis passé tout à l'heure. J'ai été étonné de trouver la porte fermée. Et puis j'ai cru entendre un chien aboyer. Un chien? Mais il n'y a pas de chien ici. Écoutez, Capitaine Cottle, une grande nouvelle. Il faut que je vous dise... Parlez bas, parlez bas. Mais vous dites qu'il n'y a personne. Il y a enfin les voisins. Voilà, Capitaine Cottle. Tout à l'heure, je me trouvais... Ma jolie, ma perle, comment allez-vous? Je crois que j'ai dormi bien longtemps. Le soir tombe. Je vais préparer le dîner. C'est cela. Je descends vous aider dans 5 minutes. Petite dame, prenez courage et tâchez de bien manger. Si Walter était là... Mon frère d'adoption. Ah, ne vous affectez pas. Elle voit encore parler de vous avec un visage rayonnant de rosée. Enfin... Ah, s'il était là. Mais il est noyé. Noyé. Pauvre cher Walter. Je ne puis y croire. Ah, mais si, il est noyé. Tout à fait noyé. Son navire s'est perdu corps et biens. Vous avez déjà été en mer, ma jolie? Non, jamais. Il y a en mer des périls, mais aussi de bien belles choses. Je connais une histoire d'Élise du cœur. Et puisque nous sommes assis tous les deux au coin du feu, peut-être pourrais-je vous la raconter. Oui, Capitaine Cuttle. Un navire était parti du port de Londres par bon vent et bon temps à destination de... vous laissez pas impressionner, ma petite dame. Enfin, il quittait l'Angleterre, voilà tout. Ce navire rencontra en mer un de ces sales temps comme il n'en souffre pas une fois en 20 ans. Presque tous ses bastingages furent arrachés d'un seul coup. Ses mâts et son gouvernail emportés, ses meilleurs matelots balayés par-dessus bord. Mais ils ne se perdirent pas tous, Capitaine Cuttle. Ce n'est pas possible. À bord de cet infortuné navire se trouvait un courageux garçon qui s'est souvenu des histoires de naufrage, des actes de bravoure qu'il avait entendu raconter quand il était petit. Et il a été sauvé? Est-ce qu'il a été sauvé? Regardez-moi, ma jolie, ne tournez pas la tête. Ce garçon-là, avec un second officier et un marin seul survivant, resta accroché à un fragment de l'épave. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Pendant des jours et des nuits, ils dérivèrent. Non, ne regardez pas par là, ma jolie. Jusqu'à ce qu'enfin ils aperçoivent une voile. Et ils furent pris à bord. 2 vivants et un mort. Quel était le mort? Pas le garçon dont je parle. Dieu soit loué. Amen. Ce garçon est revenu en Angleterre, et un matin, il vint avec précaution à sa propre porte. Il rencontra un ami, et tous les deux... Tous les deux? Ils durent gagner le large devant les inattendus. Aboiement d'un chien. Oui, tenez bon, ma chérie, ne vous retournez pas encore. Regardez l'ombre sur le mur. Walter, mon cher Walter. Chère Miss Dombey. Je suis toujours votre sœur, Walter. Vous n'avez pas oublié ce que nous nous sommes promis. Oublié? Oh non. Que ne ferais-je pas pour vous rendre service? Mais je vous ai quitté tellement enfant et maintenant je vous retrouve presque une femme. Cela ne change rien, mon cher Walter. Oh, mon cher frère, aidez-moi, protégez-moi. Oh, Miss Dombey, vous n'êtes pas très bien aujourd'hui. On dirait que vous avez pleuré. Oui, cher Walter. Je veux vous parler. Maintenant, je ne puis oublier que c'est moi qui ai été la cause indirecte de la ruine de vos espérances et de vos projets. C'est à cause de moi que mon père vous a pris en aversion. Comment pourrais-je désormais me considérer comme votre sœur? Miss Florence, votre rôle dans ma vie est quelque chose de sacré, au contraire. Si j'étais riche... Si j'avais quelque espoir de vous replacer un jour dans une situation proche de la vôtre, je vous aurais demandé de me donner un autre nom. Oh. Walter, que comptez-vous faire maintenant? Je suis devenu marin. Mais pendant ce long voyage de retour, j'ai appris le métier et on m'a jugé digne de naviguer, de commander un bâtiment. Voilà mon métier maintenant. Vous repartez bientôt, Walter? Très bientôt, oui. Oh, Walter. Si vous voulez de moi pour femme,
Je vous aimerai tendrement. Si vous me permettez de vous accompagner, j'irai sans crainte jusqu'au bout du monde. Florence, chère Florence, je ne peux tout de même pas vous faire renoncer. À quoi, Walter? Je n'ai rien à abandonner ni personne à quitter. Tout mon amour et toute ma vie vous seront voués. Les miens aussi, Florence. Et avec mon dernier soupir, j'exhalerai votre nom vers Dieu. Les traîtres sont en fuite. Mais les traîtres seront trahis. Le temps presse, il nous faut faire voile vers le dénouement. Que nous importe donc que Carker ait autrefois abandonné une femme tombée au dernier degré de la déchéance? Et décidé pour se venger, à faire connaître à Dombey. Mais n'en disons pas davantage. Une heure avant minuit, en France, dans une ville de province. Dijon, très exactement. Un appartement de 4 pièces, splendeur fanée et mélancolique. Une femme est assise, c'est Edith. La même expression de défi et de mépris. Qui est là? Monsieur a fait donner des ordres par lettre en même temps que pour l'appartement. Nous devons disposer le couvert d'un souper pour 2 personnes. C'est bien fait. Madame sait-elle si monsieur doit arriver bientôt? Les gentlemen anglais sont d'une telle ponctualité. C'est à cause du souper. Je ne sais pas, cela n'a pas d'importance. Du reste, j'entends qu'on ouvre la porte d'entrée. Mon Dieu, madame va se trouver mal. Madame est accablée de joie. Ma chère femme, bonsoir. Je ne vous ai pas fait attendre, j'espère. Nous volons jusqu'à la Tête d'Or pour aller chercher le souper. Les bagages de monsieur sont dans la chambre. Oui, c'est parfait ainsi. Vous pouvez vous retirer, nous n'avons besoin de personne. Bien, monsieur. Vous avez agi étrangement, venant ici seul, mon amour. C'était une précaution inutile. Il était entendu que vous deviez engager une femme au Havre. Je ne vous ai jamais vue aussi belle que ce soir. Le portrait que j'ai porté en moi durant cette dure épreuve est dépassé par la réalité. C'était des conditions dures et impitoyables, mais les voilà remplies et elles rendront le présent plus délicieux et plus sûr. La Sicile sera notre retraite. Ne bougez pas ou je vous tue. Que faites-vous avec ce couteau? Voulez-vous bien le remettre sur la table? Ne bougez pas, n'approchez pas. Allons, c'est une plaisanterie. Nous sommes seuls. Pensez-vous me faire peur avec ces petites grimaces de vertu? Et vous pensez-vous me faire peur à moi et me détourner d'une conduite que je suis résolu à observer? À moi qui suis seul ici parce que je l'ai voulu? Et où voulez-vous en venir, superbe furie? Je ne vous dirai rien tant que vous ne serez pas retourné vous asseoir. Et c'est pour cela que vous vous êtes enfui avec moi? Oui. Et c'est pour cela que nous sommes face à face pour la dernière fois. Misérable. Finissez bien, quel démon vous possède? Traître envers votre maître, envers son innocente fille. Allez-vous vanter de ma conquête et grincer des dents, pour une fois en sachant que vous mentez. J'ai choisi l'homme le plus vil que je connaisse, le parasite de l'orgueilleux tyran. Pour que la blessure soit plus profonde et s'infecte davantage. Prenez garde à vous. Vous avez été trahi, comme le sont tous les traîtres. On a fait savoir que vous êtes ici, aussi vrai que je suis vivante. J'ai vu mon mari en voiture dans la rue ce soir. Garce, tu mens! Écoutez! Vous l'entendez? C'est pourtant vrai. Il faut sortir par la porte de service, celle qui donne sur la petite rue. Des chevaux, vite, des chevaux. Monsieur a marché longtemps. Et ça ne fait rien. Faut partir des chevaux. Fin Dieu, des chevaux à cette heure. Et alors, allons-y vite. Plus ça ira vite, plus il y aura d'argent pour boire. Des chevaux. Des chevaux. Des chevaux. Des chevaux. Et Carker fuit toujours. Le traître fuit la vengeance de celui qui l'a trahi.
Edith a disparu. Carker fuit toujours. Quel jour sommes-nous? Mercredi? Ah non, monsieur, c'est jeudi aujourd'hui. Quelle heure est-il? Ma montre est arrêtée. 5 heures moins quelques minutes, monsieur. Vous avez peut-être fait un long voyage, monsieur? Oui. Par le chemin de fer? Oui, depuis Douvres, oui. En France, je voyageais en chaise de poste. Pas encore de chemin de fer. Ça trouble beaucoup, le chemin de fer. Oh, moi, je le prends jamais, mais il y a des gens qui me le disent. Et monsieur attend la correspondance? Oui. Il y a beaucoup de monde ici. Oh, guerre en ce moment. Les affaires vont pas fort. Et je prends le train de 6h15. Est-ce qu'il y a du monde? Bah, à cette époque-ci, je pensais qu'il y aurait personne de si bonne heure. Mais 2 messieurs viennent d'arriver, ils attendent le train de Londres. Je croyais que vous disiez qu'il n'y avait personne. Et tout à l'heure, il y avait personne. Mais ils viennent d'arriver par le train léger. Et Carker, terrifié, quitte l'auberge. Il va errer le long des voies. Parvenu à l'extrémité du quai de bois, il fait demi-tour et que voit-il? Il voit pénétrer sur le quai Dombey, l'homme qui le poursuit depuis Dijon, l'homme qui l'a trahi et qui va maintenant se venger. Carker est pris de terreur. Le grondement du train se rapproche. Carker se laisse glisser. Des années ont passé. La maison Dombey et fils n'a pas résisté à cette série de catastrophes. Edith a fait un jour une brève apparition pour dire à sa chère Florence un éternel adieu. La maison Dombey et fils a disparu. Mais quelques êtres ont survécu, les meilleurs. Et aussi celui qu'on prenait pour le pire de tous, et qui n'était au fond qu'un pauvre homme aveuglé par un monstrueux orgueil. Dombey. Une vie se termine doucement. Les rêves de grandeur évanouis, un avenir se dessine. Vous avez tout à fait raison, monsieur Giles. Ce madère est extrêmement rare et délicieux. Nous nous étions toujours promis, Mr. Dombey, de boire un jour ou l'autre ce vin à la santé de Walter, revenu sain et sauf. Buvons donc ce premier verre à Walter et à sa femme. C'est ça, Walter et à sa femme. Ah, Florence, mon enfant. À Walter et à sa femme. Hurrah! Chers amis, merci. Comme je suis heureuse de vous retrouver tous. Toute ma famille réunie, notre famille à Walter et à moi. Et mon père, mon cher papa. Oui, chère Florence. Je propose maintenant qu'on boive à la santé de Mr. Toots et de sa femme, Suzanne. Ma chère Suzanne retrouvée. Chère Florence, mais ça n'a aucune importance. Je suis trop émue. Ce beau jour... À votre bonheur, Mr. et Mrs. Toots. À votre bonheur. Sur la grève, on voit souvent une jeune dame, un monsieur à cheveux blancs et 2 enfants, une fille et un garçon. Dis, grand-père, est-ce que je ressemble tellement à mon pauvre petit-oncle Paul? Mais oui, Paul. Mais il était faible. Et toi, tu es très fort. Oh oui, je suis très fort. Oui, lui, il était couché sur un petit lit à côté de la mer. Tandis que toi, tu peux courir. Cher grand-père, pourquoi pleurez-vous en m'embrassant? Ah, petite Florence. Petite Florence.
La radiodiffusion française vient de vous présenter, adapté par André Gilliard et réalisé par Georges Godbert, l'un des plus grands romans de Charles Dickens, Dombey et Fils. Voici quelle était la distribution de cette émission. Jacques Duménil était Mr. Dombey. Francette Vernillat, Florence. Régine Chantal, Florence, enfant. Pierre Trabeau, Walter. Fernand Rosena, le capitaine Cuttle. Robert Vattier, le commandant Bagstock. Suzanne Dantès, Mrs. Skewton. Robert Moore, l'oncle Salomon. Nicole Verville, Mariette. Dans les autres rôles, Anne Capril, Serge Emmerich, Lucien Frégis, Becky Rosanès, Christian Simon. Et dans le rôle du petit Paul, Christian Fourcade, avec Nathalie Nerval et Bernard Véron, les récitants. Lucien Nat, Carker, et Sylvia Montfort, Mrs. Dombey. Prise de son Roger Vandened. Collaboration artistique Gabriel de Rivage. Assistant de production Marc Harold.